La présentation des systèmes de sprinklage à laquelle vous allez assister ne doit être visionnée qu'après avoir visionné le film sur le sprinklage du CNPP. Ce film vous donnera les informations descriptives, globales, d'un système d'extinction automatique par eau. Donc, comme vous l'aurez vu dans ce film-là, le système de sprinklage, c'est un système d'extinction automatique par eau. Ce sont des systèmes qu'on va retrouver dans de nombreuses installations industrielles, mais aussi des installations commerciales. Je vais peut-être d'abord résumer la constitution globale d'un système de sprinklage. Donc, un système de sprinklage comprend une réserve. En réalité, deux réserves. Les réserves de type A, qui vont être des réserves dites limitées, et puis les réserves de type B, qui sont appelées illimitées, en réalité elles le sont. Ce qui va distinguer une réserve de type A d'une réserve de type B, c'est que la réserve de type B, au fur et à mesure où l'eau va être utilisée pour éteindre le feu, sera réalimentée par l'eau du réseau. Simplement, on sait très bien que les compagnies de distribution d'adduction d'eau ne peuvent pas assurer une pression suffisante pour être certain qu'on puisse brancher directement une installation de sprinklage sur le réseau. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'accéder à deux types de réserves. Donc réserve de type A, réserve de type B. De cette réserve, on va faire partir une canalisation qui va atteindre une pompe. Donc on est obligé d'utiliser une pompe pour mettre l'eau en pression. Pourquoi mettre l'eau en pression? Eh bien, de manière à ce qu'on puisse compenser les différentes pertes de charge linéaires, mais aussi les pertes de charge singulières, lorsque l'eau va devoir circuler dans toutes les canalisations qui vont desservir l'ensemble des têtes de sprinklage de l'installation d'extinction automatique par eau. Donc, pour compenser, cette pompe est là pour compenser les pertes de charge de l'installation. Et puis, comme vous avez vu dans la description vidéo du CNPP, on équipe notre installation, chaque installation, d'un poste de contrôle. Ce poste de contrôle, c'est tout simplement un clapet qui va s'ouvrir et desservir les canalisations en vue de l'extinction. Je vous rappelle que le rôle de ce poste de contrôle, c'est à la fois d'ouvrir l'accès de l'eau vers les canalisations, mais aussi, lorsque une tête de sprinklage va se déclencher, ce qui va se déclencher, c'est ce qui va être dérivé, c'est une partie de l'eau pour déclencher un gong hydraulique. Donc ici, on va aussi avoir un rôle d'avertisseur sonore hydraulique de ce poste. Et puis ensuite, une fois passé le poste de contrôle, donc l'eau va pouvoir circuler dans les différentes canalisations et atteindre les têtes de sprinklage. Donc comme expliqué dans la vidéo, ces têtes de sprinklage sont essentiellement constituées par une ampoule. Voilà, cette ampoule qui contient un mélange eau plus alcool joue le rôle d'un bouchon. Et cette ampoule en verre va éclater à une certaine température. Dès que la température près de l'ampoule dépassera une certaine valeur, la valeur de cette température est signifiée par la couleur du liquide qu'il y a à l'intérieur de l'ampoule, ou la couleur de l'ampoule. Et puis, dès que vous allez avoir une tête dont l'ampoule va sauter, eh bien, il va se créer ici une dépression, ce qui va provoquer l'ouverture du clapet, et l'eau va pouvoir se déverser par la tête qui vient ainsi d'être libérée. Donc ça, c'est pour la description globale de ce que c'est qu'une installation de sprinklage.
Ensuite, ce que je veux que vous voyiez, ce sont les différents types d'installations qu'on peut avoir. Ça a été dit dans la vidéo du CNPP, mais peut-être un petit peu rapidement. Donc les différents types d'installations que vous allez avoir, ça va être donc, les installations sous eau. Voilà. Les installations sous air. Les installations mixtes, on dit aussi alternatives, les installations à préaction, et puis les installations déluge. Donc dans les installations sous eau, l'eau baigne l'ensemble de l'installation, canalisation comprise. On utilise ce type d'installation lorsqu'on est certain que le lieu protégé par l'installation de sprinklage ne pourra pas subir de gel. Si l'installation risque de subir du gel, donc dans des installations, des hangars par exemple, où l'installation ne sera pas chauffée l'hiver, on aura une installation sous air, ça veut dire qu'à partir du poste de contrôle jusqu'aux têtes de sprinklage, a priori, vous avez de l'air. Le reste de l'installation étant dans des endroits qui sont relativement protégés contre le gel. Les installations mixtes sont des installations, pour résumer, qui seront sous eau l'été et sous air l'hiver. Donc sous eau quand il n'y aura aucun risque de gel, et sous air dès que le risque de gel commencera à apparaître. Les installations à préaction sont des installations où l'ensemble des têtes de sprinklage sont ouvertes et ne sont pas fermées par des ampoules de verre et sont fermées par des clapets qui vont se déclencher sur ordre du système de sécurité incendie. Donc les systèmes de sprinklage qui sont à préaction vont se déclencher grâce à un réseau de détecteurs qui va venir en parallèle du réseau de canalisation. Alors, ces installations-là sont relativement rares. Voilà. Les seules que j'ai pu voir, c'était sur des bateaux, mais néanmoins elles existent. Et puis enfin, les installations de déluge, où là, ce sont des installations qui vont déverser un rideau d'eau de manière à former une barrière à la propagation de l'incendie. Voilà pour ce qui est des différents types d'installations. Ensuite, ce que j'aimerais aborder, c'est quelques points qui sont des points de vocabulaire. Parce que c'est un vocabulaire qu'on va utiliser très régulièrement dans le cours et puis dans le TD. D'abord, le premier point de vocabulaire que je veux que vous voyez, c'est ce que c'est que la surface impliquée. Voilà. Donc, l'ensemble de la description et du dimensionnement d'un système d'extinction automatique par eau est décrit dans une règle APSAT qui est la R1. Et donc tout ce vocabulaire-là est le vocabulaire utilisé dans la règle R1. La surface impliquée, c'est la surface maximum du feu éteignable par l'installation de sprinklage. Donc entendons-nous bien, l'ensemble de l'installation à protéger, s'il s'agit d'un hangar, l'ensemble du hangar va être couvert par des canalisations et des têtes de sprinklage, mais cette installation n'est pas susceptible d'éteindre un feu qui s'étendrait sur l'ensemble de la surface du hangar. D'accord ? Et la surface impliquée, c'est la surface maximum du feu que l'installation en question pourra
éteindre. Évidemment, plus le risque de propagation rapide du feu augmente, plus S augmente. Évidemment, cette surface s'exprime en mètres carrés. Voilà. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour un feu à propagation vraiment très rapide, la surface impliquée sera de 360 mètres carrés, même si votre installation, l'installation à protéger, fait 10 000 mètres carrés. Voilà. Et la surface impliquée fera difficilement, rarement, plus de 360 mètres carrés. 360 mètres carrés, c'est déjà une valeur très importante de la surface impliquée. Le deuxième point que je voulais de vocabulaire, c'est que je voulais vous montrer, c'était donc la surface protégée par détecteur, donc par sprinkler, pardon, sprinkler. Voilà, donc ça on a notre petit s, s minuscule, et donc ça c'est la surface protégée par une tête. Donc là, cette fois-ci, plus le risque de propagation rapide du feu est important, plus petit s sera petit. Autrement dit, plus on va mettre de tête sur votre installation. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est ce que c'est que la densité d'eau. Donc petit s, évidemment, s'exprime aussi en mètres carrés, pas de problème. La densité d'eau, elle, va s'exprimer en litres par minute par mètre carré. Alors, la densité d'eau, c'est le débit minimum que l'installation devra déployer sur une tête sur chaque mètre carré de la surface impliquée dans la zone la plus défavorisée. C'est un petit peu long comme définition, donc je répète, c'est le débit minimum, donc en litres par minute, à assurer par la tête de sprinklage sur chaque mètre carré de la surface impliquée dans la zone la plus défavorisée. Donc la zone la plus défavorisée, c'est la zone en fait soit la plus éloignée du poste de contrôle, parce que c'est dans cette zone-là que vous aurez les pertes de charge linéaires les plus importantes, soit dans la zone où les pertes de charge singulières seront particulièrement importantes. Donc si on est assuré que dans cette zone la plus défavorisée, on pourra assurer ce débit minimum sur chaque mètre carré, alors on est certain que partout ailleurs, on arrivera à assurer ce débit-là aussi. Donc, les deux derniers points que je voulais aborder de vocabulaire, ce sont les sources A et source B, mais j'en ai parlé au tout début. Donc, source A, donc la source limitée, et puis la source B, qui est une source, une réserve en fait, une réserve d'eau, qui est une source qui peut être réalimentée par le réseau. Comme dans ce cours, ce que je souhaite, c'est à la fois que vous compreniez comment fonctionne une installation de sprinklage, mais aussi comment cette installation est dimensionnée. Donc je répète que toute cette description-là, on la retrouve dans la règle R1 de l'APSAD, qui est disponible à la bibliothèque universitaire, si vous souhaitez la consulter. Et pour dimensionner une installation de sprinklage, je
je vais essayer d'expliquer rapidement comment procède l'APSAD. Donc l'APSAD procède de manière relativement efficace, et la première étape, elle va procéder d'abord à l'évaluation du risque incendie en s'appuyant en fait sur leurs statistiques d'incendie. En fait. Donc l'APSAD, je rappelle que c'est l'Assemblée plénière des sociétés d'assurance dommages. Donc ces sociétés d'assurance vont chercher à déterminer l'ensemble des origines des incendies, et essentiellement ce qui va présider à l'évaluation du risque incendie, ça va être la vitesse de propagation de l'incendie. C'est essentiellement sur ce critère-là qu'ils vont se baser. Et en se basant sur leurs statistiques d'incendie. Donc eux procèdent en plusieurs sous-étapes. La première étape va d'abord consister à classer, regarder quelle est l'activité, la branche d'activité de l'entreprise qu'on cherche à protéger. Il y a des activités qui sont plus ou moins accidentogènes sur le plan d'incendie. Donc, généralement, l'annexe 1 de l'AR1 va recenser, va classer toutes les activités d'incendie, et en fonction de cette activité, ils vont classer le risque en 3 grandes catégories. Soit le risque est un risque faible, ils disent risque à faible potentiel calorifique, soit le risque sera un risque courant, soit le risque sera un risque très dangereux. Donc évidemment, le potentiel calorifique, c'est-à-dire la charge calorifique contenue dans l'entreprise, va être prise en compte, mais aussi la forme physique des équipements de travail, la forme physique des marchandises et des produits qui vont sortir de la production, mais aussi des matières premières qui vont être injectées dans la production, sera prise en compte. Pour chacune de ces 3 grandes catégories, il y a un quatrième risque qui est le risque dit spécial. Ce risque spécial, pour ce risque spécial, en fait, ce sont tous les risques qui ne vont pas être répertoriés dans cette annexe 1 de l'AR1. Donc là, généralement, on va demander à l'entreprise de faire directement appel à un préventionniste spécialisé dans le type d'installation en question. Pour ce qui est donc de chacun de ces 3 risques, on peut les classer en sous-catégories. On va avoir donc un risque à faible potentiel calorifique de catégorie 1, de catégorie 2 ou de catégorie 3. Pour le risque courant, même chose, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Et puis pour le risque très dangereux, on aura cette fois-ci 4 catégories, et on va pouvoir classer soit en RTD A, soit en RTD B. Le RTD A, c'est un risque qui va être lié à l'activité propre de l'entreprise, un risque incendie qui va être lié à l'activité propre de l'entreprise. Et le RTD B, ça sera essentiellement un risque qui sera lié aux produits stockés et au mode de stockage. Voilà. Et donc, chacune de ces 2 sous-catégories, RTDA, RTDB, peut à son tour être classée en RTDA1, RTDA2, RTDA3, RTDA4. Oui, j'ai oublié de le dire, mais le risque croît. Plus le chiffre est grand, plus le risque croît. Donc, le RTDA4 est plus important, le risque RTDA4 est plus important que le RTDA1.
Donc je répète que l'activité va être classée en RFPC, RC ou RTDA 1, 2, 3 ou 4. La deuxième étape dans cette évaluation du risque va consister donc justement à classer tout ce qui est produit et mode de stockage. Voilà. Et donc, dans les produits et modes de stockage, on va prendre trois critères. Le premier critère, ça va être le mode de stockage. Donc, la R1 en définit 8 modes de stockage. On va prendre en compte le type de produit. Et puis, on va prendre en compte l'emballage. Quand on va mixer le produit et l'emballage, ça va nous amener à un premier classement. Produit, mode de stockage. Ensuite, on devra vérifier, une fois ce premier classement établi, on devra vérifier si un déclassement peut être possible. Donc, par exemple, si mon premier classement m'amène à un classement de type risque très dangereux de niveau 2, je vais essayer de vérifier si ce risque très dangereux peut être rétrogradé en risque courant de niveau 3. Et ça va essentiellement être fonction à la fois de la hauteur de stockage pour ce qui est du stockage et du mode de stockage. D'accord, donc ça va être fonction de la hauteur de stockage et du mode de stockage. Et on verra le détail de ce déclassement possible pendant la séance de travaux dirigés. Donc ce déclassement, d'accord, généralement, on essaye de vérifier si on peut passer d'un risque très dangereux RTDB à un risque courant de niveau 3. Autrement dit, si la hauteur de stockage est suffisamment faible pour que le risque puisse être déclassé de risque très dangereux à risque courant, alors à ce moment-là, on fera cette rétrogradation du risque. Si par contre la hauteur de stockage est trop importante, on restera en risque très dangereux. Ou alors, à moins que la décision soit, comme on le dit dans la vidéo du CNPP, de mettre à l'intérieur du stockage une canalisation d'extinction à un niveau intermédiaire de stockage. Une fois que vous avez votre niveau d'évaluation, donc là, votre niveau d'évaluation est terminé, vous aurez soit un risque à faible potentiel calorifique, soit un risque courant, soit un risque très dangereux. Une fois que ce classement définitif est terminé, alors à ce moment-là, ça va aller relativement vite. La règle R1 va vous donner automatiquement, une fois que ce risque-là, automatiquement, ça va vous donner la surface impliquée, ça va vous donner directement la densité d'eau, et ça va vous donner la surface protégée par tête de sprinklage. Ensuite, une fois que vous avez accédé à ces trois valeurs-là, vous allez pouvoir calculer un certain nombre de paramètres, et notamment combien de têtes il va vous falloir installer. Donc,
pour calculer le nombre de têtes à installer ça, c'est pas très compliqué. Il va falloir que vous fassiez le quotient de la surface à protéger, surface de l'installation à protéger, divisé par petit s, la surface protégée par une tête. Voilà, vous prenez le nombre entier qui est immédiatement supérieur à ce quotient. Autre élément qui va être important, le nombre petit n, ça c'est le nombre de têtes dans la surface impliquée. Donc ça, ce nombre-là, ça va être la surface impliquée, petit s. Donc je rappelle que la surface impliquée, c'est la surface minimum, la surface maximum du feu éteignable par l'installation. Donc c'est petit s divisé par grand S. Hein. Ne confondez pas S, la surface de l'installation, et grand S, la surface impliquée. Je rappelle que grand S, la surface de l'installation, elle s'installe. Ça c'est, si votre hangar fait 10 000 m², ben, ça fait 10 000 m², d'accord ? Alors que votre surface impliquée, ben, elle aura une valeur qui sera beaucoup plus petite. Voilà, souvent, typiquement quelques dizaines de mètres carrés. Et puis enfin, dans les derniers éléments de calcul que je voulais vous présenter, c'était comment dimensionner le volume de la source A. Donc le volume de la source A, en fait c'est simple, une source A doit pouvoir éteindre doit pouvoir alimenter 5 têtes pendant 30 minutes. Donc pour déterminer VA, ça ne va pas être très compliqué. Si vous avez 5 têtes, sur chaque tête, vous devrez avoir un débit qui sera égal à la densité d'eau fois la surface qui est protégée par une tête. Donc, si je fais ce quotient-là, ici, là, ce quotient-là, c'est le débit d'eau assuré sur une tête. Donc, 5 fois ce produit-là, c'est 5 fois le débit d'une tête. Et si je multiplie par 30 minutes, ça me donne bien le volume total. D'accord ? Alors, comme la densité d'eau est en litres par minute par mètre carré, ce produit-là sera bien en litres par minute. Et si je multiplie par 30 minutes, ça va bien me donner un volume qui sera en litres. D'accord ? Et généralement, on ajoute 10%, voilà, par sécurité. Donc on multiplie ce chiffre-là par 1,1. C'est un peu bête parce que je vois tu brancher pour pouvoir avoir la place. Le volume de la source B, comment on va le dimensionner? La source B, elle est censée alimenter les têtes sur la surface impliquée pendant une durée de 30 minutes si j'ai affaire à un risque à faible potentiel calorifique, 60 minutes si j'ai affaire à un risque courant,
et 90 minutes si j'ai affaire à un risque très dangereux. Donc quel calcul va m'amener à dimensionner VB? Donc VB, ça sera donc petit n, le nombre de têtes qu'il y a dans la surface impliquée, fois D fois S, donc ça on a vu que c'était le débit sur une tête de sprinklage, fois eh bien, la durée, grand T, donc soit 30 minutes, soit 60 minutes, soit 90 minutes, selon que je suis dans un risque à faible potentiel calorifique courant ou très dangereux. Et là encore, on rajoute 10% pour pouvoir se donner une marge.